bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation pour la thématique de ce jour, l'assurance vie et la prévoyance. Quel est le meilleur outil dans la gestion de mon patrimoine? Pour animer cette séquence, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Thomas Marotel, qui est responsable d'ingénierie patrimoniale à Natixis Assurance et qui est également enseignant à la faculté de Paris-Dauphine. Bonjour Marc. Bonjour Philippe. Et également Philippe Simon, qui est le directeur de la gestion privée du pôle Lorraine Nord. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors pour traiter ce sujet, je vous propose deux grandes thématiques. La première, c'est déjà de comprendre les notions entre l'assurance vie et la prévoyance. Et en seconde partie, de nous intéresser à ces outils dans la transmission de notre patrimoine. Alors on a souvent une difficulté de faire la comparative, comprendre les notions d'assurance vie, de prévoyance et éventuellement d'assurance décès. Je propose que dans un premier temps, nous allions nous intéresser à ces notions. Et déjà, pour une première partie de questions, je m'adresse à Philippe. Est-ce qu'on peut rapidement faire un comparatif entre l'assurance vie et la prévoyance? Tout d'abord, et à toute fin de comparaison, je crois qu'il est utile de qualifier ce qu'est l'assurance vie et ce qu'est l'assurance décès. L'assurance vie est un placement financier de capitalisation à fiscalité avantageuse, alors que l'assurance décès est une solution de prévoyance. L'assurance vie est un contrat par lequel, en contrepartie de primes, l'assureur s'oblige à verser au souscripteur ou à un tiers désigné un capital ou une rente lors du décès de l'assuré. A contrario, l'assurance décès est une solution de prévoyance qui, en contrepartie de primes toujours, va servir à couvrir en fait les aléas financiers de votre disparition. Enfin, la prévoyance couvre quasiment tous les contrats qui gèrent les accidents corporels et les assurances maladie. Merci Philippe. Alors, on a vu qu'il y a des différences effectivement notables et importantes entre ces deux thématiques, que la prévoyance et l'assurance vie. Néanmoins, question peut-être pour Marc, qu'est-ce qui rapproche finalement l'assurance vie et la prévoyance? Eh bien, comme les contrats d'assurance épargne, les contrats d'assurance prévoyance relèvent du régime des assurances de personnes. Dans les deux situations, en cas de préjudice subi par un assuré personne physique, l'assureur versera une prestation aux bénéficiaires désignés au contrat. Dans les deux cas, assurance épargne ou assurance prévoyance, nous sommes face à des contrats d'assurance vie. Avec cette spécificité s'agissant des contrats de prévoyance, d'une part, que le prix de l'assurance, les cotisations, les sommes versées, seront fonction du prix, du coût effectif de la garantie prévue par le contrat, déterminé suite à un processus de sélection médicale dans la plupart des cas. Et d'autre part, seconde spécificité de la prévoyance, si pendant la durée du contrat, il n'y a pas de préjudice subi par l'assuré, ce qui est évidemment souhaitable, eh bien les primes restent acquises à l'assureur. Alors maintenant qu'on a, je pense, bien les notions en tête de tout ce qui est assurance vie et prévoyance, on va peut-être regarder comment ça s'articule dans la transmission de notre patrimoine. Et peut-être une première question à Marc, comment on s'accompagne la prévoyance dans la transmission du patrimoine? La prévoyance va accompagner la transmission de patrimoine de façon extrêmement diverse, puisque, comme je l'ai signalé à l'instant, en cas de préjudice, en cas de décès de l'assuré, l'assureur va verser un capital décès au bénéficiaire désigné, qui sera dans la plupart des cas le conjoint survivant. Et spontanément, ces sommes vont pouvoir, par exemple, prendre en charge le paiement des droits de succession, le remboursement de crédits en cours, les frais d'éducation des enfants, par exemple. D'une façon générale, la prévoyance va venir pallier, en tout ou partie, aux principales conséquences patrimoniales du décès d'un des membres de la famille. Et dans les situations plus complexes, famille recomposée ou patrimoine important, la prévoyance permettra de faciliter les partages en donnant peut-être un peu plus à l'un des héritiers présomptifs sans léser les autres pour autant sur le patrimoine existant, ou bien pourra permettre, je pense notamment aux chefs d'entreprise, de financer un rachat de droits sociaux ou d'organiser la sortie du conjoint du capital d'une entreprise familiale dans laquelle le conjoint survivant n'a pas nécessairement vocation à demeurer. Donc la prévoyance va intervenir de façon extrêmement diverse dans la transmission du patrimoine. Alors, quand on écoute effectivement les propos de Marc, on se dit que l'outil par excellence de la transmission du patrimoine,
finalement c'est la prévoyance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord Philippe, ou quelle est la place finalement? Est-ce que l'assurance vie a encore une place dans cette transmission du patrimoine? Certes, la prévoyance est un bon outil de transmission. Néanmoins, l'assurance vie présente quelques avantages supplémentaires à mon sens. C'est un produit d'épargne disponible et rien que ce point en fait joue toute la différence. On peut souscrire plusieurs contrats de typologie identique ou différentes. Le capital est garanti si on utilise le fonds euro. On a accès à des unités de compte qui peuvent doper la rentabilité en fonction du risque choisi. On peut y faire des arbitrages. En cas de succession, le versement du capital bénéficie d'une fiscalité allégée et d'autant plus au-dessus de 152 500 €, les droits de succession sont plus importants que les droits en fait en assurance vie. Et enfin, on peut désigner un bénéficiaire qui se situe en dehors de ses héritiers. Alors toute proportion gardée, il faut faire très attention, on ne fait pas n'importe quoi, mais on peut utiliser ce système-là. Voilà pour les principales... Merci Philippe. Alors on voit effectivement, et l'explication de Philippe permet de dire que l'assurance vient à sa place dans la transmission du patrimoine. Néanmoins, il y a aussi un aspect civil dans ce sujet-là. Est-ce qu'on peut tout faire avec l'assurance vie, sous cet aspect-là? Presque. L'assurance vie n'est pas qu'un produit d'épargne, c'est un très bon outil de transmission de son patrimoine. Cela permet de favoriser une personne de son choix, ou encore de transmettre à une personne qui, par le biais de legs ou de donations, aurait été plus fortement taxée. C'est pourquoi il est très très important de rédiger sa clause bénéficiaire de manière très précise afin de transcrire réellement vos souhaits et surtout qu'il n'y ait pas d'interprétation au moment du décès. Pour cela, je vous invite à solliciter les services de gestion privée compétents qui pourront vous accompagner dans l'élaboration de ces schémas. Alors merci pour ces précisions. Néanmoins, sans entrer trop dans le détail, est-ce qu'il y a quelques points d'attention malgré tout à relever à ce moment-là, au moment de la souscription? Oui, bien sûr, il y en a plein, mais je vais en qualifier quelques-uns. Il faut déjà s'assurer en fait, qu'il y ait à minima un bénéficiaire. Alors ça peut être une vérité de la palisse pour certains. Cela dit, en fait, il existe beaucoup de contrats où ça n'existe pas et les assureurs sont bien embêtés quand il faut rechercher en fait, le bénéficiaire. Il faut prévoir des bénéficiaires en cascade. Il faut désigner le conjoint par sa qualité et non par son nom. La représentation ne se présume pas, ça se précise de manière écrite. Et puis enfin, s'il y a une répartition, il vaut mieux utiliser les pourcentages afin de faciliter en fait, la distribution. Voilà pour quelques points. Merci. Alors, on voit bien que le Code civil permet effectivement quand même malgré tout d'encadrer les choses, de ne pas faire n'importe quoi et dans le respect effectivement de ces textes-là. Est-ce que la question qu'on peut poser à Marc, est-ce que la prévoyance permet d'aller au-delà de cette limite du Code civil? Oui, bien sûr. Comme nous l'avons déjà signalé, les assurances prévoyance, comme les assurances épargne, relèvent du régime des assurances de personnes et en conséquence, la prévoyance profite du même caractère dérogatoire par rapport au droit commun des successions et des libéralités que les assurances d'assurance vie épargne telles que Philippe les a décrites. Donc on retrouve effectivement les mêmes avantages, les mêmes dérogations possibles, dans la limite évidemment de tout ce qui constituerait un abus, car il faut bien en avoir conscience, chaque abus, tous les abus seraient sanctionnés immédiatement par un retour au droit commun des successions et des libéralités. En conséquence, il est fondamental de trouver le juste équilibre entre le caractère dérogatoire propre au droit des assurances et le droit commun des successions et des libéralités organisé par le Code civil. C'est ici l'affaire de spécialistes, puisque cette approche relève vraiment de chaque cas particulier. En conséquence, il faut vraiment se rapprocher d'un spécialiste de la gestion privée pour trouver ce point d'équilibre et éviter les abus. Alors quand on parle de transmission, il y a un sujet qui vient assez rapidement, c'est la fiscalité. Sujet toujours d'actualité par notamment préoccupation de nos épargnants. Effectivement, quelle est la situation de la partie effectivement assurance vie et prévoyance dans ce domaine-là? J'ai peut-être envie de poser une première question à Philippe sur les aspects fiscaux de l'assurance vie, tant pendant la phase d'épargne que pendant la phase effectivement de transmission. La fiscalité des contrats d'assurance vie, Philippe, se décline en deux grands axes. La fiscalité en cas de vie et la fiscalité en cas de décès. Concernant la fiscalité en cas de vie, et dans le cadre des contrats multisupports, les produits sont exonérés d'impôts pendant la phase de capitalisation, sauf pour les prélèvements sociaux depuis la loi de finances 2011. Ce n'est qu'à l'occasion d'un rachat total ou partiel que les intérêts sont taxés,
en fonction de la date de retrait et du choix de l'épargnant, entre le prélèvement forfaitaire et la déclaration dans les revenus imposables. La loi de finances 2018 a modifié fortement la fiscalité de l'assurance vie en installant la flat tax, la fameuse, et depuis la mise en place de celle-ci, il y a deux traitements distincts. Si les produits ou intérêts sont rachetés, sont issus de versements effectués avant ou après le 27 septembre 2017. Concernant la fiscalité de décès, elle est fonction de l'âge du souscripteur au moment de la souscription du contrat et des versements, et, je dis bien et, du montant des capitaux transmis le jour du décès. En effet, pour des versements effectués avant 70 ans, les sommes transmises sont exonérées jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, et pour des versements après 70 ans, les droits de succession s'exercent après un abattement de 30 500 €. Voilà pour les grandes lignes. Merci Philippe, on voit que c'est un sujet très complexe, même si vous l'avez parfaitement bien expliqué, détaillé, sans être trop technique, et évidemment nécessité d'accompagner pour comprendre ce dispositif-là par des experts en bonne et due forme. Alors un sujet moins connu certainement, c'est la fiscalité au niveau de la prévoyance. Qu'en est-il, Marc, sur cette thématique-là? En matière de prévoyance, la situation est beaucoup plus simple, puisque l'intégralité des capitaux décès versés aux bénéficiaires sont exonérés de toute fiscalité. La fiscalité existe néanmoins en matière de prévoyance, mais elle se limite lorsque les primes sont versées avant les 70 ans de l'assuré, ce qui en matière de prévoyance est toujours le cas pour des raisons de sélection médicale. Dans cette hypothèse, donc, la fiscalité porte sur la dernière prime annuelle versée. On voit donc bien qu'il n'y a pas de comparaison possible entre un capital intégralement exonéré et le montant d'une prime qui sera taxé. La fiscalité de la prévoyance s'avère donc particulièrement avantageuse. Merci Marc. Alors, pour revenir sur ces outils dans la transmission du patrimoine, mais aussi dans la gestion de son patrimoine, c'est effectivement des classes d'actifs qu'on peut retrouver. Néanmoins, principalement, nos épargnants ont souvent des classes d'actifs importantes sur la partie, bien sûr, de l'immobilier, que ce soit locatif, que ce soit la résidence principale, les valeurs mobilières, donc forcément des choses moins liquides. Et Marc, vous dites souvent, et je vous cite, que la prévoyance est un apport de la liquidité. Oui, en effet, Philippe, la prévoyance apporte de la liquidité dans les patrimoines, puisque, on l'a bien vu, dès que le décès de l'assuré intervient, l'assureur verse une prestation, donc un capital décès, au bénéficiaire désigné, le plus souvent le conjoint. Pas nécessairement, bien sûr, mais en principe, dans la plupart des cas, c'est le conjoint. Et c'est ici un point très important, car il faut bien avoir conscience que, dans la plupart des cas, les patrimoines sont essentiellement, majoritairement composés d'actifs immobiliers et pour les chefs d'entreprise de droits sociaux, c'est-à-dire d'actifs illiquides, difficilement négociables. Or, cette situation peut s'avérer extrêmement inconfortable au moment du décès et perturber très fortement les règlements de succession, voire mettre en danger l'entreprise. On peut se trouver dans la nécessité de céder des actifs dans des situations qui ne sont pas nécessairement favorables, d'autant plus que pour ces clients, très souvent, je pense aux clients évidemment les plus fortunés, les clients patrimoniaux, il est bien rare que ne soient pas mis en place des schémas d'organisation patrimoniale qui s'étagent dans le temps, sur plusieurs années, et qui d'un seul coup pourraient se retrouver gravement mis en cause, évidemment, par le décès de l'intéressé principal, du chef de famille. Et à ce titre, la prévoyance va permettre de faciliter considérablement la situation en évitant de devoir céder des actifs dans de mauvaises conditions ou de remettre en cause des montages longuement médités, justement en apportant des liquidités complémentaires et donner ainsi de la souplesse et de la sécurité et faciliter la transmission. C'est en ce sens, effectivement, que l'assurance prévoyance apporte de la liquidité dans les patrimoines. Merci Marc, on voit bien effectivement cette force de liquidité apportée dans le patrimoine du client, malheureusement, au moment du décès. Il y a également, on a cité l'assurance vie, j'ai envie de poser la question, quelle autre liquidité dans les classes d'actifs de nos clients, de nos épargnants, Philippe? À mon sens, seuls les placements de type épargne bancaire, donc compte épargne sur livret, livret A, le monétaire dans son côté pur, les comptes à terme, sont les placements les plus liquides et plus liquides que l'assurance vie.
Néanmoins, ils sont indiqués pour placer votre épargne de précaution, certes. La contrepartie, c'est une rentabilité très très faible, avec un marché vraiment en dessous en fait, de ce que peut présenter en fait, l'assurance vie, qui elle va pouvoir en fait, avoir des rémunérations plus importantes en fonction du risque accepté, bien entendu. Mais ça serait un peu fort de café de se priver de ces techniques-là une fois qu'on les connaît. C'est pourquoi il est conseillé de placer sur ces livrets environ 6 mois à 1 an de salaire maximum. Très bien, merci. On a bien vu depuis le début de notre séquence qu'on a parlé de définition, notion de l'épargne, de l'assurance vie et de la prévoyance. On a également évoqué le cadre de souscription, la fiscalité, l'aspect civil. Néanmoins, je propose d'aller sur une séquence un peu plus concrète avec des cas. J'ai envie de me tourner vers Marc, notamment pour évoquer la situation du dirigeant, que ce soit d'une PME, d'un commerce, profession libérale. Qu'en est-il dans la transmission de son patrimoine, voire de son entreprise ? Pour le dirigeant, bien entendu, les contrats de prévoyance individuelle dont nous venons de parler sont un élément important et peuvent être utilisés tout à fait normalement. Notamment, je pense particulièrement à la situation du rachat de droits sociaux ou, comme je l'ai évoqué, le financement de la sortie, l'organisation de la sortie du conjoint du capital d'une entreprise dans laquelle il n'exerce aucune responsabilité et il n'a pas vocation à demeurer. Et parfois, effectivement, l'absence de liquidité peut rendre ces opérations très délicates. Aussi, l'apport, la contribution d'un contrat de prévoyance individuelle peut grandement faciliter la sauvegarde des intérêts privés du chef d'entreprise et de sa famille, mais aussi la sauvegarde de l'activité. Donc l'assurance vie prévoyance a un intérêt tout à fait fondamental pour le chef d'entreprise. Il faut aussi, pour le chef d'entreprise, évoquer un contrat d'assurance prévoyance dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, qui est le contrat dit homme-clé. Le contrat homme-clé, c'est un contrat qui est souscrit par l'entreprise elle-même à son propre bénéfice, puisqu'elle en sera le bénéficiaire. Et bien entendu, comme le contrat de prévoyance individuelle, lors du décès de l'homme clé, en général le dirigeant d'entreprise lui-même, c'est l'entreprise qui va percevoir une somme d'argent de nature à lui permettre de surmonter la crise constituée par le décès inopiné, par hypothèse, de son dirigeant. La situation ne doit pas être sous-estimée. Je vous rappelle que 15% des entreprises ne survivent pas au décès de leur dirigeant. Le contrat homme-clé n'est sans doute pas la seule solution, bien entendu, mais c'est une solution tout à fait efficace qui doit être envisagée, quelle que soit d'ailleurs la forme d'exercice de l'activité du dirigeant, profession libérale ou entreprise. Merci Marc. Enfin, moi je note bien qu'effectivement c'est un outil indispensable et incontournable du dirigeant des professions libérales sur la partie prévoyance. J'ai envie de poser la question concernant le salarié, puisqu'évidemment autour de nous, il y a aussi des épargnants qui sont des salariés et pas des chefs d'entreprise. Qu'en est-il de manière concrète pour un salarié ? Eh bien Philippe, au même titre que pour les chefs d'entreprise, j'ai envie de prendre le contre-pied et de plutôt parler de non-mise en œuvre des solutions de prévoyance. Parce qu'il est bien trop courant en fait, de croiser des patrimoines organisés autour de l'immobilier, par définition immobilisés, présentant peu de liquidité. En cas de disparition du revenu ou pire d'un décès, les bénéficiaires se retrouvent en général dans des situations bien compliquées, avec l'obligation de revendre en fait, les biens familiaux, afin de déboucler la succession tout simplement. Il est donc très important d'intégrer la prévoyance dans les préconisations d'organisation patrimoniale. Merci. Alors, en dernier sujet, je vais lancer un peu un cahier dans la mare. Finalement, l'écueil qu'on a souvent de la part de nos interlocuteurs, c'est de dire c'est bien la prévoyance, mais c'est quand même du fonds perdu. Marc, un argument, une réponse sur cet écueil ? En effet, en matière d'assurance prévoyance, la prime n'est pas récupérée puisqu'il ne s'agit pas d'une opération d'épargne. On parle alors communément de contrat à fonds perdu. La prime correspond pourtant au prix d'un service effectif, la garantie apportée par l'assureur pendant la durée du contrat. Mais l'assurance a ceci de paradoxal, c'est qu'il s'agit d'un service que l'acheteur n'a absolument pas envie de consommer. Et on comprend bien pourquoi. Aussi, au terme du contrat, il est tout à fait compréhensible que le souscripteur souhaite récupérer la prime. Or, nous nous heurtons ici
à la réalité économique de la prévoyance qui repose sur un principe de mutualisation des risques. En d'autres termes, les primes qui sont versées par les bien portants servent à financer les prestations délivrées aux autres. En conséquence, chacun comprend bien qu'il n'y a rien à récupérer. C'est inhérent à la prévoyance, c'est la condition même de son existence et de son efficacité. C'est le même principe que l'assurance habitation, finalement, je suis assuré, mais j'espère surtout que ma maison ne brûlera jamais. On arrive à la fin de notre séquence. Il y a, vous avez fait gentiment remonter un certain nombre de questions en amont de ce webinaire. J'en ai relevé deux qui font assez synthèse de pas mal de questions et de problématiques. La première sera peut-être pour Philippe. C'est quoi le bon niveau de couverture d'une assurance prévoyance? Bonne question, Philippe. Il n'y a pas de stéréotype du bon niveau de couverture. Chaque cas est différent et c'est pour ça en fait que tous les dossiers sont à étudier en fonction en fait si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous avez quelque chose alors qu'ils sont encore étudiants, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, si vous avez un crédit en fait qui a servi à l'acquisition, qui est couvert par une assurance décès ou pas. Si votre employeur a une solution aussi pour vous. Donc en fait, tous ces points sont à prendre en compte et donc chaque cas est différent. Et là encore, il est très important de pouvoir échanger, communiquer et étudier chacun des scénarios. Merci Philippe. Alors on a une question qui revient assez souvent, qui est effectivement les conditions de souscription, et notamment sur le sujet de la limite d'âge. Est-ce qu'il y a, Marc, une limite d'âge pour souscrire un contrat assurance vie? Non, Philippe, il n'y a absolument aucune limite d'âge réglementaire pour souscrire un contrat d'assurance vie, qu'il s'agisse d'épargne ou de prévoyance. En revanche, il est vrai qu'on entend parfois parler d'âge, notamment l'âge de 70 ans et l'âge de 85 ans. Alors, à quoi ces âges correspondent-ils? Tout d'abord, les 70 ans renvoient au droit fiscal. Selon que la prime versée sur le contrat est versée avant ou après le 70e anniversaire de l'assuré, la fiscalité sera différente. On voit donc bien qu'il ne s'agit pas d'un problème de limite à la souscription, d'autant plus qu'à 70 ans, chacun, en principe, bénéficie encore de belles années d'espérance de vie devant lui. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'écarter l'assurance vie pour ce motif. L'âge de 85 ans, lui aussi, est souvent présenté comme une borne, et c'est complètement faux. En vérité, l'âge de 85 ans correspond pour l'assureur à l'obligation déontologique, de proposer, d'utiliser un questionnaire approfondi au moment de la souscription afin de s'assurer que la personne qui a 85 ans ne se trouve pas par rapport à l'assurance vie dans une situation d'abus, puisque nous l'avons vu, l'assurance vie permet de déroger au droit commun des successions et des libéralités. Il faut donc s'assurer qu'on ne soit pas dans une situation d'abus par rapport à l'usage de ce caractère dérogatoire. L'assurance vie ne doit pas être utilisée pour déshériter les membres de sa famille, par exemple. D'autre part, Philippe l'a tout à fait bien évoqué, l'assurance vie permet de réaliser aussi des opérations d'épargne et en conséquence, à 85 ans, eh bien, l'assureur vérifie que les actifs financiers qui vont être retenus par le souscripteur de 85 ans ne sont pas trop risqués, qu'ils sont bien compris par le client. Bref, ce questionnaire de 85 ans permet de s'assurer que la souscription se réalise dans des conditions saines et qu'il n'y a pas de problème particulier. Mais encore une fois, là aussi, à 85 ans, on voit bien qu'il n'y a pas de limite d'âge. On peut donc faire de l'assurance vie à tout âge. C'est un produit parfaitement accessible. Alors, on conseillera surtout de le faire le plus tôt possible pour qu'effectivement les petits ruisseaux feront les grandes rivières et qu'effectivement on épargne le plus tôt possible de manière très lissée et très plus sporadique. Alors, on arrive vraiment à la conclusion. Finalement, Marc, en mot de conclusion, quel est le meilleur outil ? Les deux outils, en vérité, sont parfaitement complémentaires, je crois qu'on l'a bien compris. Opération d'épargne d'un côté, opération de prévoyance de l'autre, au service d'un même objectif, s'assurer que la transmission du patrimoine et sa gestion, s'agissant de l'assurance vie en plus, se réalisera dans les meilleures conditions possibles. Tout est à faire, en vérité, de bonne utilisation, de bonne complémentarité. C'est une situation qui doit être évaluée au cas par cas avec un spécialiste de la gestion privée, mais il n'y a pas en soi de solution qui serait
absolument idéal. Évidemment, encore moins de situations à rejeter. Il faut associer les deux contrats pour en tirer le bénéfice maximum au service de nos clients. Philippe, peut-être un mot de la fin, un conseil? Oui, bien sûr, personne ne pourra jamais vous reprocher de lui proposer d'organiser sa protection ou celle de sa famille. Alors les solutions sont effectivement multiples, hein. Marc l'a précisé tout à l'heure, il faut qu'elles soient croisées. Il est donc important de mettre ces sujets au cœur des rendez-vous clients et du banquier. La BP ALC propose toutes ces solutions et la gestion privée sera très heureuse de vous accompagner sur ces thématiques. Merci messieurs pour vos qualités de vos interventions. Merci de nous avoir suivis. Moi je vous recommande évidemment, à l'instar de ce qu'on a évoqué à la lumière de ce qui a été dit aujourd'hui, de prendre rapidement rendez-vous avec votre conseiller de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de manière à vous apporter encore plus de précision. On reviendra bien sûr les questions que vous pouvez poser au long de ce webinaire ou en amont pour répondre individuellement à chacun d'entre vous. Je vous donne évidemment rendez-vous à une prochaine séquence webinaire sur une autre thématique. À très bientôt. Et puis je vous souhaite surtout une très bonne soirée.